bonjour Anne Rivard, merci beaucoup de bien vouloir nous rencontrer. L'idée, ça va être de parler aux enfants, de parler de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, nous expliquer un petit peu votre métier et ce que vous faites habituellement à Beaugency, dans quel cadre vous intervenez ici? Bonjour Olivier, alors je m'appelle Anne Rivard et je suis psychologue dans l'éducation nationale. J'ai une spécialisation autour de l'enfant et de l'adolescent. Donc je travaille auprès des enfants dans les écoles et puis je travaille aussi auprès des professionnels des crèches de la ville de Beaugency depuis un peu plus de 2 ans, depuis février 2018. Mon travail consiste à rencontrer les professionnels dans le cadre de l'analyse de pratique pour leur permettre de réfléchir un petit peu sur leur pratique. Et puis éventuellement, on travaille sur des situations d'enfants qui nous interpellent en fonction des comportements qu'on a pu repérer lors des observations. C'est vrai que c'est une période particulière, on pense beaucoup à l'organisation de notre vie en tant qu'adulte, en tant que travailleur, à notre système économique, mais les enfants subissent aussi cette période de manière très concrète. Ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de leur parler pour expliquer, pour dire un petit peu comment ils peuvent analyser la situation. Qu'est-ce qu'un virus de manière générale? Un virus, c'est une toute petite chose vivante qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, il faut un microscope pour ça. Et en fait, pour continuer d'exister, il a besoin de se multiplier, ce virus. Voilà, c'est ça, un virus. À partir de là, quand il faut qu'il rentre il faut qu'il trouve un hôte, ça s'appelle un hôte, c'est-à-dire un endroit où il va pouvoir se reproduire. Et donc, pour rentrer dans le corps humain, il va rentrer soit par le nez, soit par la bouche, soit par les yeux. Donc c'est un des pôles d'entrée et quand il est rentré à l'intérieur du corps, il abîme plein d'endroits de notre corps et c'est ça qui est embêtant pour nous, bien évidemment. Le Covid-19, il rentre particulièrement dans les poumons et il nous empêche de respirer correctement. Juste pour préciser, dans cette famille, le coronavirus, c'est une famille de virus dans laquelle il y a le Covid-19. Donc, il faut savoir que corona, ça veut dire couronne, c'est un mot latin. Et c'est cette couronne qui permet aux virions, les virions sont les petites particules du virus, qui s'accrochent comme ça à l'intérieur de nos poumons. Le virus circule, comment est-ce qu'on peut l'attraper? Alors tout simplement par les gouttelettes de salive qui sont projetées lorsqu'on parle ou que l'on éternue, évidemment par le nez, puisque je viens de dire les pôles d'entrée c'est la bouche, le nez et les yeux, donc essentiellement par les gouttelettes de salive, c'est pour ça qu'il faut porter un masque. Par le nez, ça veut dire que si on a le nez qui coule et qu'on se frotte un peu le nez et qu'après on ne sait pas bien laver les mains, on peut avoir le virus sur le doigt. Et puis par les larmes, effectivement aussi, ça peut être vecteur. Alors je précise à tout le monde que Anne et moi-même avons respecté une distance de sécurité. Nous avons 2 mètres entre nous et nous sommes arrivés équipés de masques et nous repartirons équipés de masques. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on l'a attrapé? Alors, on a de la fièvre et de la toux. Alors, il faut savoir que on est au mois de mai 2020. Aujourd'hui, on n'a pas autant d'informations qu'on le voudrait. C'est un virus qui est récent, qu'on ne connaît pas bien. Donc, pour le moment, on sait qu'on a essentiellement de la fièvre et de la toux. Voilà, ce sont les 2 facteurs qui nous permettent de savoir si on l'a attrapé. Et donc, dans ces cas-là, il faut se reposer. Par contre, ce qu'il faut savoir, et je tiens à dire ça à tous les enfants, c'est que beaucoup de gens ne meurent pas du Covid-19. Ça ne fait pas mourir à partir du moment où on l'a attrapé, ça ne fait pas systématiquement mourir. Et d'autre part, il faut savoir qu'on peut être asymptomatique. C'est un mot compliqué qui signifie qu'on a le virus, mais on n'a pas les symptômes, c'est-à-dire ce que vous venez de me demander, la fièvre et la toux. Donc on peut être ce qu'on appelle, on dit un porteur sain. Porteur, ça veut dire que le virus est en nous, on le porte, mais sain, ça veut dire qu'on n'a pas les symptômes. Mais ce virus, comment on fait pour s'en débarrasser? Comment ça se passe? Donc dans notre corps, nous avons des cellules en fait, alors les cellules c'est ce qui constitue chacune des parties de notre corps. Nous avons des cellules qui nous protègent naturellement des virus. On appelle ça le système immunitaire à l'intérieur de nous. Il faut savoir que ces cellules, elles mangent le virus ou bien elles l'empêchent de se multiplier. Mais certaines personnes ont des systèmes immunitaires qui sont moins efficaces et elles ne parviennent pas à se débarrasser du virus de ce fait. Ou bien le virus se multiplie trop vite et du coup le système immunitaire n'a pas le temps de l'éliminer.
Mais il existe aussi des vaccins. Donc à l'heure actuelle, on n'en a pas de vaccin. Et vous avez certainement entendu parler de ces chercheurs qui essaient de trouver un petit peu. Donc on a des vaccins pour lutter contre le virus. Donc qu'est-ce que c'est un vaccin? Eh bien il s'agit de faire rentrer en fait un petit morceau de ce virus dans notre corps, mais qui a été rendu moins dangereux. Ça permet à notre système immunitaire d'apprendre à s'entraîner en fait. C'est un peu comme quand on fait du sport. Il s'entraîne à nous défendre au cas où on attraperait ce virus. Seulement, le problème avec ce virus, le Covid-19, c'est qu'il est nouveau, comme je disais tout à l'heure, on ne le connaît pas et donc on n'a pas encore de vaccin. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre que les chercheurs trouvent, mais dans quelques temps, ce virus ne trouvera plus assez de corps humain pour se développer et normalement, il disparaîtra de lui-même ou en tous les cas, il n'y aura plus autant de gens qui l'auront. Voilà. Est-ce que quand même on peut considérer que c'est dangereux? Oui, bien évidemment que ce virus est dangereux, on ne va pas dire le contraire aujourd'hui, mais il est avant tout dangereux parce qu'il est nouveau et que donc, comme je viens d'expliquer, il n'y a pas de vaccin d'une part, et d'autre part, sa dangerosité réside surtout dans le fait qu'il soit contagieux. Contagieux, ça veut dire qu'il se répand très facilement, très vite, parce qu'effectivement, parler, projeter des petites gouttelettes, c'est en permanence qu'on projette des toutes petites gouttes de salive et forcément comme nous sommes en contact les uns avec les autres, c'est très facile de l'attraper. Par exemple, si c'était un virus, je ne sais pas, qui résidait uniquement, je dis n'importe quoi, mais qui pouvait s'attraper que à partir d'un ongle contre un ongle, dans notre société, dans notre culture, on ne communique pas en se touchant les ongles. On se touche les uns les autres, on s'embrasse, on se serre la main. Et donc, de fait, c'est beaucoup plus facile de l'attraper, oui, effectivement. Pourquoi est-ce que ça a l'air de faire aussi peur que ça? Ça fait peur tout simplement parce que c'est nouveau, parce qu'on ne connaît pas ce virus et parce qu'on n'a pas trouvé comment l'éliminer. Si on avait réponse à ces solutions-là, à ces problématiques-là, pardon, on n'aurait pas autant peur. Il faut savoir aussi que dans la vie, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est normal, c'est tout à fait humain, pour les enfants comme pour les grandes personnes. Quand on ne connaît pas quelque chose, ça fait un petit peu peur. Donc avoir peur, à mon goût, c'est une très bonne chose. J'irais même jusqu'à dire que avoir peur, c'est aussi ce qui nous permet de comprendre qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est dangereux. Et donc ça nous permet d'essayer de nous protéger. Si on n'avait pas peur, eh ben, on ne se protégerait jamais, donc on serait en danger tout le temps. Donc normalement, la peur, elle est nécessaire quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, et surtout, elle ne dure pas. C'est-à-dire que la peur, c'est une émotion qui a lieu pendant, on va dire, quelques secondes normalement, mais ça ne dure pas du tout. Par contre, et c'est ça qui est embêtant, si on devient anxieux ou effrayé, c'est-à-dire que la peur s'est transformée, elle est devenue très forte, elle est même exagérée et elle dure, c'est pas quelques secondes, c'est tout le temps. Alors, par exemple, on risque de mal dormir, voire de faire des cauchemars, ou alors on n'a plus faim, ou bien on mange tout le temps, au contraire. On pense à ce qui nous rend anxieux très souvent, on en parle beaucoup, on se sent mal, on n'a plus envie de rien, on n'a pas le moral, on est très agité. Avoir peur, c'est normal. En revanche, être anxieux, c'est embêtant, et il ne faut pas rester comme ça. Il y a plein d'émotions qui arrivent effectivement avec ce virus, mais aussi en confinement. Comment ça se passe dans notre tête, comment ça se passe dans notre corps, cette phase de confinement qui est quand même tout à fait inattendue, qu'on ne connaît pas et qu'on a découvert. Les émotions, il en existe de nombreuses, mais vraiment il en existe beaucoup. Et donc on a le droit d'en éprouver une plutôt qu'une autre. On n'est pas obligé de ressentir quelque chose, enfin il n'y a pas un guide du confinement et on n'est pas obligé de se sentir d'une certaine manière. Donc on peut ressentir toutes sortes d'émotions, être dans différents états et tout ça, ça peut changer. C'est-à-dire qu'un jour on peut être comme ci et le lendemain on peut être comme ça. Tout ça c'est tout à fait possible. Je vais vous en donner quelques-unes. On peut être triste, mais on peut être aussi joyeux, on peut être calme ou au contraire agité, on peut être fatigué ou en pleine forme, on peut être curieux, on peut être en colère, énervé, apeuré, on peut être déçu,
Ça, c'est une émotion qui revient souvent. On peut être plein d'espoir, c'est aussi une émotion qui est intéressante. On ne vit pas tous le même confinement. Il y a certains enfants qui sont avec leurs parents et leurs frères et sœurs, d'autres qui sont avec un seul parent, d'autres qui sont dans une famille d'accueil. C'est ça la réalité des enfants. Certains enfants vivent dans un petit appartement et ils n'ont pas beaucoup de place. Ils n'ont même pas un balcon pour être dehors. Ça aussi, c'est la réalité. D'autres vivent dans une maison avec un jardin, d'autres vivent dehors, dans la rue, ça existe aussi, pas forcément dans nos pays, mais dans d'autres pays ça existe, et ils n'ont pas d'abri pour se confiner. Donc voilà, il y a vraiment plein de situations très différentes, et forcément il y a plein d'émotions et d'états différents. Certains ont envie de retourner à l'école. Il y a des enfants qui ont envie de retourner à l'école et c'est super. Il y en a d'autres qui voudraient rester chez eux, on les comprend aussi. Moi, je pense que ce n'est pas grave de ressentir un état ou une émotion pénible ou désagréable. Ça fait partie de ce qu'on peut ressentir dans la vie. Il n'y a pas que des émotions positives, il y en a des négatives. Et donc, il faut juste que ça n'explose pas, ou il ne faut pas non plus le garder pour soi. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas bon, il faut essayer d'en parler avec quelqu'un. Ça, ce sont les conséquences de l'épidémie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les causes? D'où vient ce virus? L'origine du Covid-19, c'est a priori dans ce qu'on en sait aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison que cette information soit erronée, le Covid-19 vient d'un animal sauvage, à savoir la chauve-souris. Les chauves-souris, on en a en France. Il y en a, alors, celle-ci est l'origine du Covid-19, celle-ci vit en Chine, mais des chauves-souris, on en a en France et il y en a, c'est un animal qui est très répandu sur notre planète. Alors je vais expliquer de façon un petit peu plus large, parce qu'une fois qu'on a dit que ça venait d'une chauve-souris, certes, mais il faut essayer d'expliquer de façon un petit peu plus large. Nous, les êtres humains, nous ne respectons plus du tout les territoires des animaux sauvages. Nous voulons toujours agrandir notre territoire, ce qui fait que ça réduit le leur, celui des animaux sauvages. Nous coupons les arbres des forêts où vivent plein d'animaux sauvages pour faire des cultures ou des élevages d'animaux domestiques. En faisant cela, nous sommes de plus en plus souvent en contact avec les animaux sauvages, soit directement en les mangeant, par exemple, ou en se faisant mordre ou griffer quand on les capture, soit indirectement en mangeant les animaux domestiques qui, eux, ont pu manger, par exemple, le reste d'un fruit qu'un animal sauvage a commencé à manger. Et comme nous nous déplaçons partout dans le monde et tous les jours, principalement avec les avions, le virus peut se répandre très très vite. Les virus en règle générale, celui-ci plus particulièrement. Pour le Covid-19, il semble que ce soit donc une chauve-souris qui en était porteuse. Elle est porteuse de plein d'autres virus, la chauve-souris, tout comme tout un tas d'autres animaux sauvages peut être porteur de tout un tas de virus. Nous sommes porteurs aussi de certains virus qui sont bénins la plupart du temps. Donc il semble que ce soit une chauve-souris qui était porteuse, qui aurait contaminé un pangolin, c'est un animal, un pangolin qui vit en Chine, qui lui-même a été mangé par un être humain. Les animaux que nous mangeons et qui sont en contact avec des animaux sauvages directement ou indirectement sont appelés des ponts entre eux et nous. Puisque donc on n'a pas mangé une chauve-souris ou une chauve-souris n'est pas venue mordre un être humain. C'est par l'intermédiaire d'un pangolin que ça s'est passé et donc le pangolin s'appelle un pont. Donc moi je tiens à dire, pour sortir un peu de ce climat d'anxiété, que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Je dis ça parce que quand on reprend un peu les rênes, quand on reprend un peu le contrôle de la situation, en s'apercevant qu'on est responsable, et donc si on est responsable, on peut agir, eh bien c'est beaucoup moins anxiogène que si on s'imagine qu'on subit les choses. Je précise aussi qu'une maladie qui est transmise à l'être humain par un animal, ce n'est pas nouveau, ça s'appelle une zoonose. Z-O-O-N-O-S-E, une zoonose. Il y en a déjà eu, comme la grippe aviaire, Ebola, le VIH, dont on a déjà entendu parler. Donc ça, ce sont des virus qui sont très connus. Mais il y a plus longtemps encore,
La variole, la rougeole, les oreillons, ça a été transmis par la vache. Donc c'est pas du tout nouveau ces histoires de virus, ces zoonoses que les animaux nous transmettent. Mais bien évidemment, il y en a très très peu qui sont mortels, fort heureusement, et celui-ci, le Covid-19, l'est particulièrement, donc c'est pour ça que c'est très problématique. Les virus existent depuis toujours sur la Terre, depuis que la vie existe, comme les microbes, comme les bactéries, tout cela c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que en continuant de ne pas respecter les territoires des animaux, on risque d'en voir apparaître de plus en plus, que notre système immunitaire ne saura pas combattre tout de suite, c'est le cas avec le Covid, et donc c'est ça qui est effectivement un petit peu inquiétant, c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les risques d'épidémie, de propagation de ces virus? Moi je pense qu'on a des choses à faire et effectivement les enfants sont la population la plus concernée, d'abord parce que c'est celle qui habitera notre planète demain, donc c'est très important, et puis ensuite parce que c'est compliqué, notre cerveau est conditionné de manière à prendre des habitudes le plus vite possible pour pas que les choses nous demandent trop d'énergie, trop de réflexion. De fait, quand on a pris des habitudes, c'est compliqué d'en changer. Et je pense que plus on est jeune, plus c'est facile parce que les habitudes ne sont pas encore ancrées. Donc déjà, pour commencer, la première, c'est ce qu'on appelle donc les gestes barrières. C'est très important, je pense que tous les enfants en ont connaissance, ou par leurs parents, ou en tous les cas quand ils vont retourner dans les écoles, on va bien leur expliquer. Donc on apprend à bien se laver les mains, si on ne le faisait pas bien avant, si on ne le faisait pas suffisamment, il faut apprendre à se laver les mains. Donc ça c'est vraiment important. Les gestes barrières, c'est la distance de sécurité que vous évoquiez tout à l'heure. Nous sommes à une certaine distance l'un de l'autre. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'éviter, en tout cas temporairement pour le moment, d'être trop près les uns des autres, justement pour ne pas recevoir ces gouttelettes. Mais je pense que c'est beaucoup plus large et c'est ça qui est important d'expliquer, c'est qu'on peut faire par exemple des achats raisonnables et de nécessité. On y a été confronté pendant le confinement, on ne pouvait plus acheter tout ce qu'on pouvait acheter au préalable et on a appris à acheter l'essentiel et évidemment l'essentiel c'est la nourriture, on a besoin de ça au quotidien et j'ai envie de dire que tout le reste est très superflu et pas forcément utile. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus rien du tout acheter en parallèle, mais peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu sur nos achats, et ça les enfants peuvent y réfléchir très tôt aussi, parce que, encore une fois, derrière, selon le type d'achat que l'on fait, j'ai évoqué les grandes cultures et les grands élevages qui sont faits et qui obligent d'autres êtres humains à couper les arbres, ce qui est très 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 mauvais pour notre planète et pour les animaux sauvages, mais c'est aussi aller creuser des mines pour extraire certains minerais relativement rares qui aident à construire un téléphone portable par exemple. Voilà, donc ça c'est aussi une réflexion je pense qu'on peut avoir. On peut limiter ses déplacements et ne pas prendre l'avion aussi facilement qu'on pourrait prendre son vélo. Il y a des gens qui prennent l'avion très 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 souvent. Peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu, comme on va être amené à le faire cet été. Est-ce que alors bien sûr tout le monde ne prend pas l'avion, hein, tout le monde ne part pas en vacances à l'étranger, mais malgré tout il y a des gens qui le font. Et puis surtout, les avions servent à transporter des marchandises, servent à transporter certains fruits et légumes. Donc ça aussi, ça fait poser la question de, quand on va acheter à manger, eh bien peut-être qu'il faut être un peu plus regardant sur d'où vient le produit. Est-ce que je ne peux pas, au lieu de manger des fraises au mois de janvier, attendre que ce soit la saison et manger les fraises que les producteurs peuvent fournir aux alentours. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète plus rien qui vient de l'étranger. Je pense qu'il y a des choses qu'il est important. Enfin, il y a des pays qui ont des richesses, donc c'est important de pouvoir les exporter et d'en importer d'autres. Sinon, on n'a pas la prétention de vivre uniquement entre nous, ce n'est pas possible, mais de réfléchir un peu à tout ça pour encore une fois se centrer sur ce qui est important dans les achats. Je pense aussi qu'on peut s'informer quand on est enfant comme quand on est adulte. On peut s'informer auprès de journalistes indépendants. Indépendant, ça veut dire qu'on n'est pas payé par des publicités. Parce que quand on est payé par des publicités, on est certainement un peu obligé de faire on ne peut pas tout dire ce que l'on voudrait dire par rapport à certains produits.
Par exemple, on prend une boisson, un soda relativement sucré et plein de bulles. Évidemment, s'il y a une publicité dans le magazine ou dans le journal que l'on lit, eh bien, on ne va pas lire qu'il faut pas, que c'est dangereux d'aller importer et de fabriquer ces produits-là, etc., qui sont transportés par avion. Donc voilà, il y a, à partir du moment où les journalistes nous livrent des informations dont ils n'ont pas le plein contrôle eux-mêmes, eh bien, on dit que l'information, elle est un peu détournée, elle est un peu modifiée. Donc, attention à ne pas regarder des informations qui, comme on l'a vu pendant le confinement, ne nous délivrent que le nombre de morts, avec quelque chose de très inquiétant derrière, et finalement on a très peu d'informations justement. Attention à peut-être aller chercher l'information ailleurs. Et ça demande effectivement là aussi de changer les habitudes. C'est plus facile d'appuyer sur le bouton de la télévision que d'aller chercher une presse avec des journalistes qui nous donnent des informations qui ne sont pas un peu dirigées. Je pense qu'on peut aussi privilégier l'achat de produits, de nourriture produite localement, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, donc de façon plus large. Voilà, il y a des marchés sur lesquels on peut aller voir en faisant attention, parce qu'il y a aussi des produits qui viennent de plus loin, mais on peut essayer d'aller voir, d'aller à la rencontre des gens autour de chez soi, les producteurs locaux qui ont évidemment plein de produits très sains à nous fournir. Donc il existe des AMAP, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est un principe de producteurs locaux avec des paniers qu'on peut récupérer. Enfin voilà, je pense que pour les enfants qui sont intéressés, les enfants et les ados qui sont intéressés, il y a beaucoup de choses à chercher, à se documenter. On peut en parler avec son enseignant, éventuellement avec ses parents si les parents ont cette connaissance-là. Voilà, je pense qu'on peut trouver des interlocuteurs pour se documenter autour de la nourriture locale. Donc être attentif à la façon dont un produit a été acheté, il y a des étiquettes, c'est important de les lire et de se documenter, et on peut le faire dès qu'on est enfant, il n'y a pas de souci, pour voir un petit peu où est-ce que ça a été fabriqué, avec quel produit. Je prends un autre exemple, l'huile de palme dont on a beaucoup parlé. Bon, il faut savoir que ce sont effectivement, pour produire cette huile, ce sont des arbres et des arbres qui sont abattus, détruits, des forêts complètes, pour pouvoir produire cette huile de palme qu'on retrouve dans énormément de produits. On est responsable d'acheter un paquet de gâteaux ou une pâte à tartiner à la noisette qui contient cette huile ou pas. C'est un choix individuel que l'on peut faire, et donc les enfants, en fonction de ce qu'ils ont envie de manger, peuvent faire ce choix ou pas. Voilà, et puis la même chose pour la viande qu'on achète, de regarder d'où est-ce qu'elle vient. Bien évidemment, plus elle aura été importée, plus il y a de risques qu'elle ait été en contact avec des animaux sauvages, donc on revient à ce Covid. Et puis on peut aussi faire le choix de changer son alimentation, comme par exemple de ne plus manger de viande et de manger des légumineuses, les lentilles, les haricots rouges ou blancs, etc. ont exactement les mêmes valeurs énergétiques de protéines. Donc voilà, on peut aussi modifier son alimentation, ou en tout cas se poser la question autour de ça. Donc on voit bien, hein, les enfants, on compte sur vous parce qu'on peut changer les choses effectivement à travers nos comportements et limiter les risques et les menaces qui pèsent comme ce Covid-19.